Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mental Waves. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romuald Le Terrier. Bonjour Romuald. Bonjour, merci pour votre invitation et Avec, bonjour à tous et à tous. avec plaisir. Alors Romuald, tu es chercheur en ethnobotanique, spécialiste du chamanisme et de la conscience des plantes et spécialiste aussi de la rétrocausalité que tu évoques notamment dans ton dernier ouvrage, Se souvenir de l'au-delà, que tu as coécrit avec Jocelyn Morisson. Alors aujourd'hui, si tu veux bien, nous allons parler de ce sujet fort intéressant qui est la rétrocausalité. Alors, est-ce que tu peux nous définir exactement, Romuald, qu'est-ce que la rétrocausalité? Alors la rétrocausalité, c'est une influence causale, donc d'une cause, hein. Normalement, on a la cause et puis l'effet. La rétrocausalité, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une causalité qui est dans le futur, c'est-à-dire qui n'est pas dans le passé, mais qui vient du futur. Donc c'est une influence du futur sur le présent, bien sûr, mais aussi sur le passé. Donc c'est l'inverse, on va dire, du schéma, on va dire que l'on connaît classiquement une causalité qui va et qui prend sa source dans le passé pour avoir un effet ensuite dans le présent et ensuite dans le futur. Donc c'est une inversion, si tu veux. C'est un concept d'abord qui vient du monde des physiciens, hein, qui a été d'abord inauguré par des physiciens français, notamment Olivier Costa de Beauregard dans les années 60, qui est le premier à imaginer une causalité à l'envers, c'est-à-dire des particules élémentaires qui auraient la possibilité de remonter le temps et donc de venir du futur, des causalités donc venant du futur. Et puis, on a plus récemment Philippe Guillemant qui a travaillé sur ce modèle aussi de rétrocausalité, de double causalité. Et moi, j'ai découvert quelque part le lien entre la conscience et justement cette rétrocausalité en Amazonie, c'est-à-dire au cours de mes recherches sur le chamanisme dans la jungle. J'ai rencontré en 2007 un chaman qui s'appelait Don Ernesto, qui est décédé aujourd'hui. Et, et avec qui j'ai travaillé longtemps sur les pouvoirs psy des chamans, c'est-à-dire essayer de comprendre effectivement leur faculté de précognition, d'aller chercher de l'information dans l'avenir, d'être lucide dans leurs rêves, et aussi des pouvoirs, on va dire, de psychokinèse, c'est-à-dire d'avoir une action de l'esprit sur la matière. Donc j'ai travaillé avec ce chaman pendant plusieurs années, et c'est avec lui que j'ai découvert ce lien incroyable et cette possibilité qu'on a tous, parce qu'on est tous câblés pareil en tant qu'être humain, de voir que notre mémoire a la possibilité de fonctionner dans les deux sens de la flèche du temps, c'est-à-dire aussi bien du passé vers le futur que du futur vers le passé. Et donc de créer avec sa conscience des boucles temporelles, des time loops, qui permettent véritablement de se renvoyer de l'information par le biais des rêves, par le biais de la création de synchronicité et aussi certains processus méditatifs, d'arriver à se renvoyer de l'information concrète de soi-même, c'est-à-dire de soi-même dans le futur, de son moi futur à son moi passé et son moi présent. Voilà le concept, on va dire, de rétrocausalité. Alors, dans la jungle, comment ça s'est produit? Je voyais bien qu'Ernesto avait des pouvoirs assez incroyables. Et un jour, je lui ai demandé, mais comment tu fais pour, par exemple, avoir des rêves précognitifs, c'est-à-dire des rêves prémonitoires? Il m'a dit, c'est simple, il y a une technique qui n'est pas très compliquée à mettre en place. Il suffit, par exemple, de prendre dans le scénario d'un rêve une image particulière qui a retenu ton attention, dont tu te souviens quand tu te réveilles de ton rêve. Tu prends cette image et tu décides de voir une synchronicité, c'est-à-dire un événement dans la réalité, dans le futur, où cet élément de ce rêve sera présent dans la réalité. Donc, moi, je me rappelle très bien, j'avais fait un rêve avec un jaguar, c'était assez impressionnant, d'un jaguar qui posait sa main sur un tas de pièces d'or. J'avais pris cette petite image en me disant, c'est anecdotique, je vais certainement pas voir ça dans la jungle, parce que les jaguars, on en voit très très peu, et si on en voit, c'est pas super cool. Voilà, il faut être quand même très très prudent. Et laisser les fauves, surtout dans leur environnement, tranquille. Donc, le hasard a fait que moi, j'avais mis un timing de 15 jours. Le timing est très important, j'expliquerai après pourquoi. Donc, j'avais mis un timing de 15 jours, mais je me suis dit, je ne verrai pas ça dans la jungle. Et puis, le hasard a fait que j'ai dû me rendre en zone urbaine à Pucallpa, bien plus tôt que prévu. Donc, c'était en Amazonie péruvienne, à Pucallpa. Et au détour d'un cartel de cette ville où il y a beaucoup de quartiers, les villes sont faites au carré, en fait, là-bas en Amazonie. Et j'étais donc dans un motocarros. Le motocarros, c'est un taxi, en fait, motorisé. Et je vois au détour d'un cartel, je vois une énorme affiche publicitaire pour une banque péruvienne avec mon jaguar qui était en train de mettre sa patte sur un tas de pièces d'or. J'ai forcément repensé à mon rêve. Bien sûr. Ernesto m'a expliqué que quand j'ai été surpris de voir cette image dans la réalité, quand j'ai repensé à mon rêve, donc quand j'ai fait un travail de mémoire, c'est-à-dire de remémorisation, lorsque j'ai fait ce travail, en fait, et quand j'ai été surpris et que j'ai repensé à mon rêve, j'ai envoyé l'image du jaguar dans mon rêve 15 jours avant. Voilà. C'est-à-dire que ça crée une boucle.
Vous prenez un élément du rêve, vous le sortez du rêve, vous voulez voir se consteller dans la réalité. Quand vous le percevez 15 jours après, vous repensez à votre rêve et rien que le fait de repenser au rêve, vous envoyez l'information et l'image du futur dans le passé de votre rêve. Donc, il y a bien un système de communication, comme une sorte de téléphone temporel, qui est créé véritablement par ce que moi j'appelle la rétrocognition onirique, c'est-à-dire la faculté qu'on a par la conscience et la mémoire de créer des boucles temporelles. Voilà. D'accord. Alors c'est beaucoup plus clair, mais est-ce que cela signifie que inconsciemment notre conscience ou notre inconscient se balade dans des champs morphiques pour aller capter de l'information, puisque l'espace-temps n'existe pas, et qu'on peut le ramener dans le présent pour justement boucler cette Oui, boucle? oui, c'est juste. En fait, en termes de physique, on sait que, et ça c'est Einstein, hein, c'est les équations de la relativité générale, on sait que le temps est distribué de façon simultanée. C'est-à-dire que le continuum est quelque chose qui contient simultanément le passé, qui est toujours vivant, le présent aussi, puisque c'est le moment où là on perçoit en permanence le présent, et puis le futur existe déjà aussi. C'est-à-dire que le temps est déployé, comme disait Costa de Beauregard, il y a cette notion d'un continuum déployé, dynamique, dans lequel on est capable effectivement quelque part de vivre de façon simultanée. C'est-à-dire que le Romuald Le Terrier, quand il avait 7 ans, existe encore, et le Romuald Le Terrier, dans 10 ans, existe aussi. Et c'est ça qui est prodigieux, parce que quand vous commencez à penser en 4 dimensions, vous n'avez plus du tout la même perception de votre vie et la perception du temps. Alors le temps n'est pas une illusion en lui-même, parce qu'on en a besoin pour justement faire ces boucles de rétroaction. Le futur existe, le passé existe, et le présent aussi. Donc on ne peut pas dire que le temps n'existe pas. Ça, j'entends beaucoup de physiciens dire ça aujourd'hui. Oui, mais c'est une vue de l'esprit. Le temps existe quand même, puisqu'on est capable d'avoir des échanges entre notre double du futur et notre double du passé, à partir de notre présent. Donc, comment ça se passe concrètement? Comment on s'envoie des informations? Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une sorte de flot psychocorporel. Ça passe par notre corps. C'est-à-dire que notre corps est habité de mille et un processus biologiques qui sont des processus où il y a du chaos, du hasard. Et le hasard est support justement d'une information qui peut venir du futur. C'est justement par tous ces mécanismes qu'il y a dans notre corps d'aléatoire, dans notre organisme, dans nos gènes, dans le fonctionnement de nos organes. Il y a une sorte de bruit de fond comme un bruit de fond, un peu comme la neige de télévision. Vous avez une sorte de bruit de fond qui, lui, ce bruit de fond, il est simultané tout au long de votre vie. Donc, on est capable, c'est comme une rivière qui coule en vous, on est capable d'utiliser ce flot pour justement renvoyer de l'information via les rêves, via des méditations, et via aussi une technique, peut-être je parlerai après, qui a été la technique que j'ai bien investiguée du remote viewing, qui est une technique qui permet en fait la vision à distance. C'est-à-dire que vous avez un expérienceur qui va intuitivement essayer de trouver une cible, et cette personne, avec un stylo, va, à partir d'une coordonnée, alors qu'elle ne connaît pas cette cible, essayer de décrire. Donc, ça part au départ d'un petit idéogramme, une sorte de gribouillis. Et puis, progressivement, autour de cette session, de cette séance, l'expérienceur va essayer de raffiner l'information jusqu'à amener une image très, très claire. Ça peut être l'image d'un bâtiment, d'un paysage, d'une sculpture, de différentes choses. Ça dépend de la cible. Et donc, ensuite, ce qu'on fait, par contre, dans le processus, c'est que, par exemple, 15 jours ou un mois après, on va montrer la cible à l'expérienceur, c'est-à-dire qu'on va montrer la cible. Et là, on demande à la personne de repenser à sa session et de la comparer, l'image qu'on lui donne dans le futur, avec ce qu'elle a fait dans le passé. Ce faisant, sur le même principe mémoriel, elle va renvoyer inconsciemment les informations de la cible qu'on lui montre dans le futur à sa session dans le passé. On a eu des résultats extraordinaires avec des taux de réussite de plus de 90%, où les gens ont réussi vraiment à identifier une cible qu'on leur a montrée 15 jours après dans le futur, un mois, même jusqu'à 6 mois, et voire plus dans le futur. Alors, Romuald, est-ce qu'il faut des perceptions ou des facultés spéciales pour pouvoir faire ces expériences? Alors, je vais dire qu'on a plus ou moins des aptitudes les uns et les autres, hein, mais je pense vraiment que l'entraînement, la pratique, permet à tout à chacun de faire cette expérience. Il n'y a pas besoin d'être un élu, il n'y a pas besoin d'avoir des dons. Je pense qu'on est tous câblés pareil biologiquement. Alors, il y a des personnes qui ont des aptitudes, hein, ce n'est pas ce que je dis, hein, mais il y a le moyen pour moi de renforcer cette espèce de muscle, cette musculature de l'esprit, quelque part, si on peut parler comme ça, de la rétrocognition. Et pour ça, il y a des exercices qui sont simples, que ce soit des méditations, que ce soit la création de synchronicité. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment se dire que si on pratique,
Après, le mécanisme se met en place et c'est très facile de reproduire l'expérience. C'est comme pour tout apprentissage, quand vous commencez à conduire une voiture, c'est difficile de conduire une voiture au début, hein. Quand vous êtes jeune, vous dites, mais comment c'est possible, coordonner, passer les vitesses, le clignotant, le volant, machin. Mais une fois que vous avez réussi ça, votre corps le fait tout seul, vous y pensez même plus. C'est des mécanismes inconscients. Prenez votre voiture, discutez avec votre voisin, vous êtes concentré, votre corps sait ce qu'il a à faire. C'est pareil pour la rétrocognition, pour la précognition, pour la rétropsychokinèse, tout un ensemble de phénomènes qui aujourd'hui sont du domaine du paranormal, mais qui pour moi sont la science de demain. Dans ma série Les Chroniques du futur, j'ai essayé de montrer aux gens que le paranormal pouvait être expérimenté et que c'était des choses simples à mettre en place, des plus petits exercices. Et quand les gens se rendent compte qu'ils arrivent à faire des trucs qu'on voit dans les films de super-héros, ils se disent mais c'est pas possible, c'est de la magie. Oui, le monde est magique. Oui, le monde, l'univers est interfacé avec notre conscience. Et donc, il est possible d'expérimenter. Et j'invite beaucoup de gens à le faire parce que ça sera la seule façon au final de changer le monde dans lequel on vit. C'est de prendre conscience de ces potentialités et de cette interface entre le réel et notre conscience. Alors, et finalement, alors, est-ce que on pourrait imaginer que le fait de se balader, hein, de faire ces exercices, ces expériences, pourrait nous apporter quelque chose pour nous guider ou nous influencer dans notre vie au quotidien? Complètement. Vous savez, l'être humain a toujours rêvé de connaître le futur. Ça fait partie Mm. des grands rêves de l'humanité, connaître l'avenir. Alors, il y a des gens qui me disent, non, mais moi, ça me fait peur. Oui, je peux comprendre. Mais quand on comprend qu'on a un rôle de co-création dans le système, et donc, du coup, que de quelqu'un d'être passif, on peut devenir acteur de son destin, quelque part. Ça a des propriétés absolument incroyables. Si vous êtes capable d'anticiper un certain nombre de choses, si vous êtes capable, même parce que c'est une sorte de tricot avec l'espace-temps, ces histoires de boucle causale avec la conscience, vous êtes capable, selon moi, hein, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer dans ce souvenir du futur, ce que j'ai essayé d'expliquer aussi dans les chroniques du futur, c'est de montrer qu'à un moment, on fait du tricotage avec notre ligne de vie. C'est-à-dire que du futur, on crée des attracteurs de rétrocausalité qui nous guident et qui vont nous faire éviter un certain nombre d'écueils. Parce que c'est nous, dans le futur, conscients, qui nous téléguidons en fait. Et pas que nous, parce que dans cette histoire, il y a aussi le soi, c'est-à-dire cette partie, on va dire, de l'inconscient collectif qui représente un peu la divinité, qui devient de plus en plus conscient dans ce process. Et donc, quelque part, vous êtes guidé aussi par plus grand que vous. Donc, il y a une dimension éminemment spirituelle dans le processus, et c'est pour ça que les chamans euh, ont des pouvoirs surnaturels, mais des pouvoirs surnaturels qu'ils ont mis, on va dire, au service, pour la plupart, du bien de la communauté, c'est-à-dire essayer de soigner des gens, d'essayer de retrouver des personnes, de solutionner tout un ensemble de problèmes que justement ces pouvoirs de l'esprit permettent en fait. Et alors, si on part du principe qu'on arrive à obtenir ces informations en rétrocausalité et que on pourrait avoir une alerte, est-ce qu'on peut modifier un futur Oui, par rapport à une alerte, justement, ou est-ce que c'est pas pensable si, parce que le futur existe sous forme de potentialité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des univers multiples, parce que ça, c'est la théorie anglo-saxonne du multivers, où on pense justement qu'à partir de l'équation de Schrödinger, du chat de Schrödinger, c'est-à-dire qu'on dit cette fameuse expérience de pensée où le chat est à la fois mort et vivant. C'est pour représenter ce qu'on appelle la superposition d'états dans la physique quantique. Mais on sait quand même que l'univers est économe et ne va pas créer des versions simultanées d'un chat mort et d'un chat vivant. Donc les anglo-saxons ont cette vision des choses, où ils pensent en fait qu'il y a des centaines de milliards de possibilités, où Romuald Le Terrier, par exemple, est assis ici, à côté, il est en train de toucher la statue derrière, de façon tout ça simultané, tout ce qui serait possible est simultané. Or, l'école française de physique, on va dire, moderne, de Costa de Beauregard, de Philippe Guillemont, ou même des physiciens comme Étienne Klein ou autres, on est plus à imaginer quelque chose qui est, qui est un peu celui du rasoir de Cam, c'est-à-dire on va faire quelque chose de plus simple, des plus économes. C'est-à-dire que les futurs existent sous forme de potentialité, ça c'est clair, hein, même s'ils existent déjà. Mais dans un premier temps, il y a plusieurs niveaux de futur. Il y a un niveau de futur qui est que potentiel, encore, pas densifié. Et donc, c'est ce futur qu'on peut intentionner à partir du présent. Et puis, petit à petit, vous allez, au fur et à mesure de vos boucles de rétrocausalité, de vos créations de synchronicité qui sont un petit peu comme des balises, des aiguillages de lignes de vie qui sont un petit peu comme les petits cailloux du petit pousset, vous allez vous guider et donc densifier ce futur qui au départ n'est que potentiel, le densifier de plus en plus. Et quand il est densifié, vous pouvez avoir des échanges justement avec votre moi futur qui a pris cette ligne, qui a pris cette bifurcation qui au départ n'était que potentielle.
on peut prendre une métaphore qui est simple, c'est celle d'un GPS. C'est-à-dire que votre conscience, elle a une dimension extratemporelle, elle est en dehors de l'espace-temps. Ça serait l'équivalent d'un satellite. Et puis, cette rétrocausalité, elle va fonctionner comme un GPS, c'est-à-dire qu'elle va être en lien avec ce satellite. Et donc, quand vous conduisez votre véhicule vie, votre voiture vie, vous avancez et puis, du coup, vous avez un GPS. Donc, là où c'est rouge et qu'il y a des bouchons, il ne faut surtout pas aller, GPS, il vous le dit. La rétrocausalité, c'est pareil. Elle vous dit, attention, là, il ne faut absolument pas aller par là. Tac, on va prendre une bonne ligne verte où ça va bien. C'est ça l'enjeu de cet outil. C'est vraiment un outil de contrôle quelque part. Alors, il y a des gens à qui le contrôle, ça fait peur, mais quelque part, ce contrôle, pour moi, c'est une reprise de liberté. C'est-à-dire qu'au mieux d'être enchaîné au fond d'un navire et puis tous enchaînés au fond de la cale à se dire ben, le bateau, il va au gré du hasard, c'est de là, on remonte tous sur le pont du bateau, on reprend la barre, on est conscient, puis du coup, on peut avoir un cap et puis on peut orienter sa vie de façon un petit peu moins hasardeuse. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tous ces phénomènes, est-ce qu'ils s'expliquent forcément dans notre quotidien à travers des personnes que l'on connaît ou des situations ou des événements qui ont un lien avec nous, ou ça peut être complètement indépendant, on peut avoir des informations ou percevoir des situations sur des personnes qu'on ne connaît pas ou... Ce qui compte déjà, c'est l'intention. Et ça, c'est souvent dans mes ateliers, c'est la question qui paraît la plus simple, mais en même temps la plus difficile. Quand à un moment, je demande à mes élèves, par exemple, ou aux gens qui sont venus faire l'atelier, je leur dis, bon, ben maintenant, vous allez poser une intention par rapport au futur. Et là, vous avez un blanc. Pourquoi? Parce que les gens se retrouvent devant le génie de la lampe. Et ils se disent, mais c'est quoi mon intention au final? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et cette question, elle est fondamentale. Qu'est-ce que tu veux vraiment, toi, dans ta vie? Et qu'est-ce que tu veux pour les autres, sans que ça incombe leur liberté personnelle. Bien sûr. Donc, il y a aussi une dimension éthique à ce fonctionnement de la conscience. Hein. C'est-à-dire qu'on va contrôler, mais on ne peut pas contrôler non plus la vie des autres. Hein. Donc, il faut avoir des intentions qui soient justes, des intentions qui aussi englobent le vivant, c'est important. Parce que si vous voulez juste dire, moi, je veux une Porsche à la fin de l'année, ce n'est pas une super intention, je ne suis pas sûr qu'elle se réalise. Par contre, si vous avez une intention qui englobe le vivant, c'est-à-dire, vous allez dire, moi, je veux être en bonne santé. Et quand vous dites déjà ça, je veux être en bonne santé dans 10 ans. Quand vous dites déjà ça, vous impactez dans cette intention, vous entraînez avec vous ce qui vous constitue, c'est-à-dire les milliards de cellules qui sont des organismes indépendants quelque part, votre microbiote qui est constitué de plusieurs millions, plusieurs milliards d'espèces de bactéries. Donc vous entraînez plus grand que vous. Et quand vous dites par exemple je veux être heureux et en bonne santé dans 10 ans avec une structure familiale, des amis, des bonnes relations sociales, vous englobez aussi cette fois-ci encore un autre niveau qui est justement le collectif sociétal. Et quand vous dites je veux être épanoui, heureux, en bonne santé avec des amis, des bonnes relations sociales dans un environnement naturel harmonieux, vous englobez même les intentions de la biosphère et de l'écosystème. Donc là, vous avez de la force. Là, vous pouvez y aller, vous avez de la force, vous êtes soutenu, et quelque part, ça sera plus facile de potentialiser un futur souhaitable qui se trouve dans l'avenir et qui n'est encore que potentiel. Donc, il n'y a pas que les autres dans cette histoire, il y a soi-même, mais dans cette mise en abîme de qu'est-ce qu'on est vraiment, hein, aussi quelque part une collectivité. Et puis, une collectivité sociétale avec laquelle on a des échanges, et puis encore plus grand, c'est-à-dire cette dimension non humaine, ces non-humains, comme on les appelle en anthropologie, qui sont les habitants des écosystèmes, que ce soit la pie qui va venir manger sur l'arbre à côté il y a quelques minutes, ou le hérisson qui passe la nuit, tout ça, si on arrive à se caler sur leur fréquence, sur leurs intentions, à ce moment-là, on a encore plus de force. Et c'est ce que savent faire les chamans, bien sûr. Alors, tu parles d'intention et ça, c'est très important. Donc, on émet une intention. Donc, l'objectif de cette rétrocausalité, pardon, c'est de nous apporter de l'information et une guidance par une intention pure qui englobe une éthique, hein, une éthique, on pourrait dire divine, mais en tout cas basée sur l'amour de soi, l'amour des autres, hein, que ce soit juste. C'est ça. La notion de justesse est très importante parce qu'il faut bien être dans son axe quand on fait ce travail. Si on a juste des demandes qui sont mercantiles, après, ça peut se réaliser. Moi, j'ai un ami qui avait besoin de 10 000 euros et qui était vraiment dans la panade. Il est venu à l'atelier, je lui ai dit, viens, je t'invite. Il a posé son intention et 6 mois après, il a eu la synchronicité s'est manifestée. Donc, il a vu la synchronicité dans un magasin. Il avait tiré au hasard un animal et un symbole. Il a vu la conjonction de ces deux éléments dans une vitrine d'un magasin. Et 2 minutes après, quelqu'un l'appelait au téléphone en lui disant « Je peux te prêter cet argent ».
Donc, Donc, à partir du moment où c'est juste, voilà, à partir du moment où c'est juste, même si c'est en lien avec quelque chose, euh, en lien avec l'argent, l'argent, c'est une énergie. bien sûr. C'est pas autre chose que. Des fois, on complexifie, on culpabilise, mais au départ, l'argent, c'est juste de l'énergie. Moi, j'ai côtoyé des ethnies où je trouve ça extraordinaire, où il n'y avait pas de billets, il n'y avait pas d'argent, c'était la monnaie de plume. C'est-à-dire que on donnait comme argent, c'était des très belles plumes très colorées ou des très, très beaux cailloux qu'on trouvait dans la nature parce que quelque part, il y avait ce côté d'une chose rare. Donc l'argent, c'est quelque chose de rare, c'est une énergie rare. Donc à partir du moment où on est en phase aussi avec ça, on n'est pas dans le délire de certains de vouloir l'amasser, l'amasser. Quand on amasse de l'argent comme ça, après, on est dans un truc pathologique. C'est pas quelque chose de rationnel, surtout qu'on a de tout sur cette planète pour pouvoir partager. L'homme crée son propre enfer sur cette terre. Il faut bien en être conscient quand même. Donc on a les moyens aujourd'hui d'apaiser nos relations. On a ces outils de conscience qui arrivent, qui sont nouveaux, qui nous permettent quelque part de checker l'avenir, de l'influencer et donc d'être quelque chose d'extrêmement précieux pour nous, hein, parce que ça nous permet d'éviter beaucoup de choses. Si on avait pu prévoir ce Covid, par exemple, dans lequel aujourd'hui on vit, on aurait peut-être pu faire un peu un boulot avant, quoi. Donc, donc voilà, donc je pense vraiment qu'on a des outils, il faut les mettre en place. C'est une technologie de conscience qui peut être prise en relais aussi par les technologies informatiques, c'est ce que j'ai montré dans ce souvenir de l'au-delà avec l'histoire du bug de Google Traduction, où avec suffisamment d'indéterminisme dans un logiciel, on a réussi à recevoir une communication à partir de l'ailleurs, c'est-à-dire le bug du logiciel nous a permis justement d'avoir une fenêtre de hasard sur laquelle est venue s'inscrire une conscience rétrocausale qui était celle d'une humanité qui, je pense, se trouve dans 30 ans en disant attention, il va y avoir des problèmes, pas forcément ceux que vous pensez. Par exemple, problème de terres agricoles. Donc attention à vos terres, attention à vos paysans. Ne faites pas n'importe quoi avec les champs. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est une prise de conscience qui arrive. Et l'alimentation bio, tout ça et tout, ça favorise justement un nouveau mode d'agriculture. Donc, quelque part, on corrige le tir. Si on a des informations précises, on est capable de recalibrer justement notre approche. Donc avec tous ces outils, moi, je suis très optimiste, hein. Malgré tout ce qu'on vit là, je reste quelqu'un d'optimiste. Je ne veux pas succomber à la vision d'un avenir apocalyptique parce que le problème, c'est que c'est un mécanisme. Nous sommes performatés inconsciemment pour projeter sur l'avenir toujours une sorte de pseudo-apocalypse. Ça nous vient de l'apocalypse de Saint Jean. C'est un archétype, c'est un processus archétypal qui s'active en nous à notre insu. Dès qu'on se projette sur le futur, on y voit une destruction, des raz-de-marée, des cauchemars, des apocalypses zombies, des pandémies, des machins, des trucs. C'est comme ça, on n'y peut rien. J'ai fait ça en atelier, je me suis rendu compte, j'ai fait des expériences là-dessus. Et les gens, dans un premier temps, quand on leur demande de checker l'avenir, c'est toujours négatif. Des extraterrestres arrivent, des trucs. Il n'y a rien de positif. Avec la crise de l'environnement, c'est toujours on va avoir trop chaud, on va plus avoir d'eau. C'est légitime d'avoir cette anxiété, mais ça fait 2000 ans qu'on l'a, puisque de toute façon, à chaque fois qu'on projette l'avenir, on projette cet archétype. Et pourquoi on projette cet archétype de l'apocalypse? Parce que l'apocalypse, ce n'est pas la fin du monde. On attend avec cet apocalypse un reset du réel. On attend l'avènement d'un monde nouveau, d'un monde régénéré, où les gens ne meurent pas, où il y a c'est la plus de fin d'un monde. voilà, où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus de maladie, tout ça. On en rêve tous, où les morts et les vivants se retrouvent. Hein, c'est ça la fin de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'à un moment, quand la Jérusalem céleste revient sur Terre, il y a cette notion d'une psychomatière, d'un monde qui est situé à la fois dans la matière, mais au-delà de cette matière, qui vient se densifier complètement. Et là, c'est le royaume de Dieu sur Terre. Voilà ce que disent en gros les évangiles, mais aussi d'autres religions du livre, où il y a cette vision d'un monde intermédiaire entre la psyché, l'esprit et la matière. Alors justement, Romuald, il y a quelque chose qui me vient en tête. Tu disais que l'humain a tendance, donc quand il se projette dans l'avenir, à percevoir, à voir du négatif. Est-ce que tu penses qu'il y a une influence justement sur tout ce qu'on peut voir à la télé, sur toutes ces séries qui sortent, où les phénomènes sont catastrophiques, hein? On a vu des séries qui présentaient des pandémies avant que le Covid n'arrive, enfin tout un tas de choses. Est-ce que ça, justement, ça peut avoir une influence Bien sûr. et que c'est lié à cette rétrocausalité puisqu'on l'a imaginé, on l'a mis en scène? Bien sûr, il y a cette notion que j'ai développée aussi dans ce souvenir de l'au-delà de média-médium, c'est-à-dire que nos créations culturelles, nos séries, le cinéma regorgent d'un niveau d'information qui est un niveau d'information d'une conscience collective qui est encore très inconsciente, donc plutôt d'un inconscient collectif, mais qui devient progressivement collectif. Et il y a aussi l'idée d'une guidance, c'est-à-dire que les grandes séries, les grands films, tout ça ont plusieurs niveaux de lecture.
et des niveaux de lecture très clairs où on nous dit en gros ce qu'il faut faire et ne pas faire. Or, malheureusement, c'est vrai qu'on a tendance à projeter le négatif. Donc, il se crée un phénomène, ce qu'on appelle de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que quand on va constater dans le futur qu'effectivement, ça collait vraiment avec telle série, tel livre, tel machin, eh ben, en fait, quand on fait ça, on fait une boucle rétrocausale collective, sociétale, culturelle, où inconsciemment, on va aller influencer l'intuition d'un écrivain, l'intuition d'une équipe de réalisation d'un film, parce qu'on est tous connectés, on est tous intriqués au niveau de cet inconscient. Donc, on a cette possibilité de s'influencer, effectivement. Donc, quand on n'en est pas conscient, on a plutôt tendance à consteller que du négatif. Quand on en est conscient, on peut à ce moment-là commencer à consteller du positif. Donc, quand on est conscient, j'ose dire, il vaut mieux regarder des comédies légères, rigolotes, des films où la fin est belle et tout va bien, plutôt que d'aller regarder ces séries qui vont générer et nourrir en fait cette conscience collective. Ça nourrit. Après, vous avez beaucoup d'informations dans des grands films populaires comme les Star Wars, vous avez ça dans Oui. Interstellar, vous avez dans la science-fiction regorge de messages sur même un possible contact avec un facteur exogène, extraterrestre ou autre. Donc, vous avez aussi des modes d'emploi. C'est-à-dire que l'inconscient collectif, à travers ses créations culturelles, vous donne les clés de savoir comment interagir et comment le faire déjà maintenant. Parce que ce n'est pas avec des radiotélescopes qu'on cherche une intelligence extraterrestre, par exemple. Les chamans avec qui j'ai travaillé en Amazonie, ils disent, mais ça se fait par la conscience. L'outil de contact avec un facteur exogène se fait par la conscience, de conscience à conscience. Si vous pensez détecter des civilisations extraterrestres ou des choses comme ça avec des radiotélescopes sur des fréquences radio, c'est comme si vous aviez Internet, mais que vous cherchez à communiquer avec Internet avec des gens qui sont en train de tailler des cailloux à l'âge de pierre. Il n'y a pas de communication possible. Voilà. La communication va être compliquée. Ça va être compliqué. Donc, c'est par la conscience que ça se passe. Et c'est par la conscience que cette communication se fait aussi de façon interspécifique. Là, je suis en train de créer des méditations que j'ai intitulées des méditations depuis le futur parce qu'elles utilisent la rétrocausalité. Et en fait, avec un langage unitaire qui est justement, la synchronicité est un peu la pierre de Rosette, on va dire, de tous ces langages interspécifiques. Je suis en train d'imaginer des méditations pour rentrer en communication avec les cétacés, comme j'ai pu le faire en Amazonie, pour rentrer en communication avec les plantes, pour rentrer en communication avec un facteur justement cosmique, avec tout un ensemble de choses qui paraissent être cloisonnées dans leur domaine. Mais justement, on a déjà des outils et des architectures qui nous permettent de rentrer en contact. Mais il faut le faire, voilà, c'est important. Oui, donc ça peut être un entraînement que de méditer, de se mettre en état modifié de conscience ou à travers les rêves, d'aller chercher ces informations et quelque part de faire un développement personnel sur ça, sur notre guidance, sur notre évolution. J'aime bien le concept de développement transpersonnel. Parce que le Oui, développement personnel, ça nous ramène un peu trop à l'ego. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même pléthore d'outils. Toutes les semaines, on sort une nouvelle thérapie. C'est très bien d'ailleurs, hein, mais il y a profusion. Il y a profusion et on a l'impression, des fois, dans le domaine des mondes de conscience, d'être dans un grand marché. Et je comprends ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes encore tous animés par le paradigme de la consommation. Et même si on a les meilleures intentions du monde, et on l'a vu avec le chamanisme, on va quand même là-bas pour consommer une expérience, pour accéder à la connaissance. Oui, mais il y a quand même toujours cette espèce de boulimie de savoir, de connaissance, d'aller mieux. Et donc, aujourd'hui, on va faire le bon stage de coaching comme on va faire le bon voyage aux Seychelles. Et, et ça, quelque part, c'est un petit peu dommage parce que je me dis que qu'est-ce qu'on veut assouvir quand on fait ça au final? Il faut se poser les bonnes questions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne critique pas tous les outils, tous les gens qui travaillent. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que les gens doivent changer d'approche et être conscients qu'on est dans un paradigme matérialiste, consumériste. À partir du moment où on le sait, ça y est, tac, on a désamorcé le truc et donc on peut aborder effectivement tous ces champs de conscience, tous ces champs de recherche avec une autre dimension. Et on se dit, OK, là, on peut plus être dans le partage, on est plus effectivement dans l'empathie et dans la capacité à partager, dans vraiment ce qui est de la bienveillance. Parce que c'est ça aujourd'hui qu'on a besoin le plus, hein, c'est de bienveillance. Il faut absolument que les champs de conscience dans lesquels on est aujourd'hui soient dirigés vers des actions collectives pour aider les autres. On n'a pas le choix, il faut qu'on s'entraide. On est des êtres symbiotiques au départ. On est constitué de symbiose, on est fait de symbiose. Donc on doit s'entraider. On ne peut pas tomber dans une sorte d'égocentrisme et d'individualisme. Ce n'est pas possible.
Il faut augmenter cette conscience collective de la bienveillance, de la compassion et du fait qu'on nous soit tous, nous sommes tous en interaction. Bien sûr. Déjà, rien que de prendre conscience de cette intrication. Et puis voilà, les outils qu'on développe aujourd'hui sont des outils très simples. La méditation que j'ai mis en place, elle dit en gros, voilà, moi dans la méditation, les gens bien souvent ferment les yeux et dans la guidance verbale qu'il leur est proposée, on les emmène souvent hors de soi. Moi, j'ai essayé de les ramener vers le corps, hein, de mettre justement le corps en abîme et de leur faire percevoir par le biais d'une imagination active cette espèce d'abysse intérieur qui est peuplé d'organismes avec lesquels on peut justement rentrer en relation et surtout s'appuyer sur leur connaissance, sur ce savoir biomoléculaire, surtout sur le hasard qui est à l'intérieur de tout ça. Et surtout amener un concept nouveau qui est celui d'imagination spontanée, c'est-à-dire de demander aux gens spontanément d'imaginer, la méditation est faite comme ça au niveau de son architecture, d'imaginer un moment, de matérialiser dans une bulle, de faire apparaître très rapidement un symbole dans une bulle et dans l'autre un animal. Je demande ensuite aux gens de mettre un timing pour créer une synchronicité, pour qu'une synchronicité apparaisse avec ces deux éléments ou un de ces deux éléments dans la réalité avec un timing, par exemple 15 jours. Cette expérience, elle a déjà été produite. Hein. On peut trouver des méditations que j'ai déjà faites sur YouTube ou autre, même sur Spotify ou d'autres médias. Et vous verrez que c'est très simple. Vous allez avoir effectivement, spontanément, une image d'un symbole qui apparaît, l'image d'un animal. Vous le notez, vous mettez un timing. Pourquoi je mets un timing? Parce que les gens, bien souvent, après, ils sont focales. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, tiré l'image d'un lion et puis, je ne sais pas, le symbole, ça va être une croix. Donc, ils se disent, il faut que je voie un lion et une croix. Les gens se disent ça inconsciemment. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut le noter, le consigner et après refermer le cahier et oublier. Mais mettre un timing. Le timing permet justement d'avoir une date limite. Et souvent, les gens me disent, ouais, mais je n'ai pas eu ma synchronicité, ça fait 15 jours, c'est passé. Je leur dis, ok, très bien, passez à autre chose. Souvent, dans l'heure qui suit, les gens me rappellent sur Messenger en me disant, c'est incroyable, je viens d'avoir ma synchronicité. Pourquoi? Pourquoi? C'est simple. Parce que le timing étant dépassé, les gens ont complètement lâché prise. Ils ont lâché prise. Ils se sont dit, ça ne s'est pas produit, ça n'a pas marché. Et à partir du moment où on a plus vraiment lâché prise, là, la synchronicité arrive. Une synchronicité, ça doit surprendre. Ça ne peut pas être recherché comme ça dans un magasin à se dire, tiens, il y a un t-shirt avec un lion, tiens, regarde là-bas, il y a une église, alors forcément, en haut, il y a une croix. Ça, ce n'est pas une synchronicité. Il faut être surpris. Il faut cet effet de surprise qui, justement, met en place les mécanismes cognitifs et émotionnels qui renvoient l'information du futur dans le passé, justement, de cette méditation et de cette visualisation à l'intérieur des deux petites bulles aléatoires que l'on crée, justement, sous forme de visualisation. Et donc, cette rétrocausalité, on s'appuie aussi sur les synchronicités pour avoir une confirmation. Et je me demandais, je me posais cette question, est-ce que justement la rétrocausalité, on parle de champs morphiques, mais est-ce que dans ces champs morphiques, ça peut être des entités, des esprits, des défunts en fait qui nous communiquent l'information ou c'est simplement notre conscience? Oui, il y a les deux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les boucles de rétrocausalité qu'on crée avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec notre moi futur, et qu'on renvoie l'information à notre moi passé, mais il n'y a pas que ça. Euh, on s'est aperçu que la synchronicité, c'est un petit peu le langage unitaire et le moyen de contact de nombreux phénomènes, que ce soit les esprits de la nature, les esprits des plantes, en Amazonie par exemple, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, il y a toujours des validations de leur activité dans l'environnement sous forme de synchronicité. C'est valable aussi pour le contact avec les défunts. Beaucoup de gens qui viennent de perdre un proche ont des signes, ce qu'on appelle des signes. Vous avez un tableau qui tombe, un tableau que la personne aimait beaucoup, le tableau tombe, vous avez des objets qui bougent, une montre qui s'arrête, enfin, tout un ensemble de choses, de signes qu'on peut même demander. Et visiblement, on sent bien que le défunt a la possibilité, semble-t-il, d'interagir sur ces synchronicités et d'agir sur ces synchronicités. Donc, il y a une sorte de langage unitaire, on va dire, lié à la synchronicité. Mais la synchronicité, c'est quoi? Ce sont des événements, on crée des événements. On crée des événements qui sont donc de nature à la fois physique et psychique. Et c'est ça qui est merveilleux. Moi, je me rappelle dans un atelier, un jeune homme était là à Lyon, il me dit, moi, je suis là pour montrer que ça ne marche pas votre truc, et je veux un timing super court, je veux 1 heure après l'atelier, je veux voir ma synchronicité. Il avait tiré une belle carte postale avec un dragon, au hasard, qui avait une couleur, une forme très particulière. Dans ma tête, je me dis, ça va quand même être hardcore, il va avoir du mal à voir ça sous 1 heure. Hein. Mais je dis, ok, pourquoi pas, il faut laisser justement l'ouverture et les possibilités d'advenir à ce phénomène. C'est tout, il s'en va, il me dit, allez, un salut, hein, si ça marche, à bientôt. 1 heure après, je reçois sur mon téléphone la photographie d'un graphe qu'il avait pris dans le métro à Lyon, où il me dit, là, franchement,
heureusement que je suis assis parce que je serais tombé. Il dit, je viens de prendre une photographie, et c'est vrai, hein, la photographie, c'était incroyable. Alors, ce n'était pas un dragon, le graphe ne représentait pas un dragon, mais il avait exactement la même forme, les mêmes couleurs, mais surtout, lui, pendant l'atelier, qu'est-ce qu'il avait fait, ce jeune homme? Il avait pris sa carte postale de dragon en photo avec son téléphone portable. Et avec le flash avait donc fait sur la photo une tache blanche à côté, justement, d'une forme ondulée qui représentait le dragon. Dans le graphe, dans le métro, le peintre qui a peut-être fait ce graphe 6 mois avant, 2 ans, 3 ans avant, a effectivement peint au même endroit que la tache blanche de la photographie, du flash, une tache blanche de même taille, exactement au même endroit. Ça veut dire que tout ce qui rentre dans la conscience de l'expérienceur au moment du tirage aléatoire des éléments pour créer une synchronicité se constelle dans la synchronicité. Jusqu'à produire un graphe, donc à rétroagir sur l'intuition d'un artiste qui a fait ce graphe peut-être il y a 10 ans, agir sur le fait que ce monsieur, à son insu, a décidé de faire une tache blanche à cet endroit plutôt que de l'avoir fait 10 ou 20 ou 30 centimètres plus bas. C'est absolument hallucinant. Ça veut dire que notre conscience est capable de créer la réalité et est capable de créer des événements. Et les synchronicités, c'est une sorte de langage qui va unifier des données informationnelles et psychiques avec des données physiques, avec de l'énergie physique et de la matière physique, voilà, en une réalité unitaire. Alors Romuald, pour conclure sur ce sujet de la rétrocausalité, est-ce que tu pourrais conseiller nos auditeurs pour expérimenter? Oui, bah pour approfondir, il y a déjà beaucoup de vidéos que j'ai données qui sont gratuites sur YouTube. Ça, c'est aussi quelque chose de personnel, hein. J'aime beaucoup pouvoir partager ça et pas forcément en faire une marchandisation. Donc, j'essaye d'avoir pas mal de contenu très didactique justement sur les réseaux. Il y a la possibilité d'expérimenter cette méditation dont j'ai parlé dans l'émission, les méditations donc depuis le futur. Vous pourrez trouver ça sur YouTube. Vous tapez méditation depuis le futur, Romuald Le Terrier. Il y a aussi un podcast de Anne Guesquière où il y a cette proposition de méditation. Il y a bien sûr mes ouvrages, hein. Je peux vous renvoyer vers mes ouvrages, Se souvenir du futur et Se souvenir de l'au-delà. Les chroniques du futur aussi, où c'est des émissions qui sont en même temps des tutoriels de conscience. Vous pourrez trouver sur Vertical Project, où j'essaye de montrer aux gens comment expérimenter la rétropsychokinèse, la prémonition, et donc de faire quelque chose de concret. Hein, ça, ce sont des petits tutoriels de conscience. Donc, c'est une série de 8 émissions de 50 minutes à un prix extrêmement modique, puisqu'on est à 19 €. J'ai voulu le prix d'un livre pour cette série, parce que je veux justement que les gens, tout le monde puisse pratiquer. Parce qu'on ne peut pas réserver ça à une élite pour moi. Ça, c'est très important, c'est un engagement que j'ai. Je pense que tout le monde Au peut plus faire ce grand travail. nombre. Voilà. Et donc, tout le monde doit pouvoir le faire sans être limité par un coût, par l'argent ou des choses comme ça. Donc voilà. Et puis peut-être qu'en présentiel, bientôt, je l'espère, je pourrai refaire des ateliers avec mon équipe pour aller encore un petit peu plus loin. Voilà. Oui, nous l'espérons, hein, que bientôt on pourra tous se revoir en présentiel plus facilement. Alors merci beaucoup Romuald, merci Merci. pour toutes les informations que tu nous as transmises. Et puis je te dis à très bientôt pour un autre sujet sur la conscience des plantes et le chamanisme, puisque tu es un spécialiste. Avec grand plaisir. Merci Merci beaucoup. Romuald, à bientôt. Merci.